En direct des antennes de Samuel 13 Télévision. Vous faites bien, messieurs, dames, bonjour et merci de la fidélité que vous réitérez à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alors, Samuel, chez vous, de ce jeudi 20 mars, a le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Alain Bolodjoa, président du parti Le BAT. Avec lui, nous allons aborder justement la rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha. Est-ce que le Congo tend vers une paix durable ou encore une paix de façade? Nous allons réfléchir sur cette question. Pourquoi le Qatar ou l'émir du Qatar a-t-il été choisi? Comment justifier son entrée en piste justement dans ce conflit qui oppose le Congo et le Rwanda? Messieurs, dames, désormais, chaque soldat touchera 500 $. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président Félix Antoine Tshisekedi contre seulement 100 $ auparavant. C'est ce qui est justifié par la nécessité d'une réforme en profondeur de forces armées. Alors, dans un contexte de guerre persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, une réforme qui permet justement de sécuriser durablement le pays. Nous allons aussi aborder cette question, je le dis, pour en parler. Monsieur Alain Bolodjoa est avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Président du parti Le BAT, Lèvons-nous et Bâtissons, récemment, il y a eu des informations sur lesquelles vous auriez quitté le pays, fuyant justement une convocation au parquet de grandes instances de la Gombe. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, aujourd'hui, vous trouvez en face de nous. Votre commentaire là-dessus? Bon, il n'y a même pas à commenter. Ça, ce sont des... je ne sais même pas comment je dois qualifier cela. Ça, c'est mal me connaître. Je ne peux pas me soustraire de la justice, je ne peux pas fuir, j'affronte ce que je dis et ce qu'il y a devant moi et j'assume ce que je dis. Donc c'est ça en fait ma nature. Si on m'arrête aujourd'hui, ça sera de l'arbitraire, ça sera de l'acharnement. Je n'ai violé aucune disposition de loi et donc naturellement je ne peux pas fuir. J'étais effectivement en dehors du pays. Et l'invitation est venue un jour après. J'ai quitté Kinshasa, c'était le 13. Et le 14 soir, c'était un samedi, on m'a envoyé l'invitation. J'étais déjà en dehors du pays. Alors, on m'exigeait d'être là le lundi. J'arrive le samedi et on me dit d'être là le lundi. J'ai appelé l'un de mes avocats conseils pour lui demander d'aller solliciter un report auprès du substitut du procureur qui avait lancé l'invitation. C'est ce qui a été fait. Et puis, j'ai écourté mon séjour. Je devais faire pratiquement un mois. J'ai fait 17 jours pour venir effectivement répondre à cette invitation. C'est comme ça qu'ils ont lancé la deuxième invitation. J'y étais. J'ai vu le substitut du procureur. J'ai vu le procureur lui-même. Ils ont donné les raisons de l'invitation. Ils estimaient que j'aurais violé certaines dispositions de la loi. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas violé. J'ai exigé la confrontation avec la personne qui m'avait jugé. J'attends. Très bien. Alors, donc, le dossier est en cours. Effectivement, je suis encore là. Même si j'avais un autre voyage en vue, mais bon, j'attendrai. Ok, c'est pour le lundi prochain, vous avez dit. J'attends. Ils ont eu à changer à 2 fois les dates, donc je suis là. Ok, merci M. Bolodjoa pour ces éclaircissements. Alors, je l'ai dit, rencontre entre le président Félix Tshisekedi finalement avec son homologue rwandais Paul Kagame à Doha, au Qatar. Quelle est votre lecture d'abord sur l'entrée en jeu, déjà qu'on parle d'une rencontre inattendue entre les deux présidents sous la médiation de l'émir du Qatar? Bon, ce qui me surprend, ce n'est pas l'information en soi. Ce qui me surprend, c'est de voir que les gens sont surpris que le Qatar intervienne. Vous ne l'êtes pas? Non, nullement, madame. Si vous visualisez tout ce que nous avons eu à faire ici comme vidéo, je vous ai démontré l'implication du Qatar dans tout ce qu'il y a. Je le disais déjà, j'ai eu à le démontrer à plusieurs égards, à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, la première fois, lorsque M. Félix Tshisekedi s'était lancé dans les menaces contre le Rwanda au terrain Sainte-Thérèse et à Top Congo,
je crois que c'était au mois de décembre passé, il a été convoqué au Qatar. Il a quitté Kinshasa, je crois, il est arrivé au Qatar le 5, il a été reçu le 6 janvier. Et c'est comme ça qu'il a changé de discours, disant qu'il était prêt à dialoguer, pas avec le M23, mais plutôt avec Kagame. Ça a été dit. Et je crois que tous ceux qui s'intéressent aux faits politiques, aux événements politiques, savent que c'est grâce au Qatar que Félix Tshisekedi avait accepté le dialogue. Oui, il a dit qu'il y avait des émissaires qui ont été envoyés bien avant cette rencontre, justement. Non, mais effectivement, il a eu à envoyer des gens bien avant. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi est... je ne sais pas comment je dois qualifier ça, mais si c'était entre des États, est en coopération avec les Qatar. Voyez-vous, si on devait parler en termes d'État, parce que je vois, il y a plus l'individualité dans la démarche, mais ce qui est vrai, le Qatar a des projets chez nous, et le Qatar est la base financière, n'est-ce pas, du Rwanda. L'autre fois, je vous avais démontré ici que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda, et le Qatar a toutes les raisons de sécuriser son investissement à ce niveau. J'ai parlé de l'aéroport international du Rwanda. 60% est détenu par le Qatar. Vous avez le service cargo qui est là-bas. C'est le Qatar avec Bolloré. Vous avez Rwandair, 49% détenus par le Qatar. L'essentiel des hôtels qui sont construits et qui sont en train d'être construits au niveau du Rwanda, tout ce qu'il y a comme dispositif en rapport avec le tourisme au Rwanda est tenu par le Qatar. Voyez-vous? Et vous allez au niveau de l'Ouganda, le Qatar a eu à louer un grand espace pour produire. Voyez-vous? L'essentiel de ce qui est consommé au niveau du Qatar est produit au niveau de l'Ouganda. C'est-à-dire que le Qatar a eu à investir dans ces pays-là. Et au niveau du Congo, le fameux dossier que nous fustigeons d'ailleurs de l'ONATRA, ils ont cédé le port de l'ONATRA au Qatar. Le Qatar a plusieurs investissements, ce qui fait que lorsque M. Félix Tshisekedi avait déclaré maladroitement la guerre, le Qatar a eu à intervenir dans l'idée de le mettre d'accord sur le principe de négociation et de faire en sorte que leurs intérêts soient préservés dans la guerre. C'est comme ça qu'il avait convoqué M. Félix. Où est-ce que les dirigeants congolais placent les intérêts du Congo? Non, mais qui vous dit que Félix Tshisekedi a des soucis pour le Congo? Félix Tshisekedi veut profiter de sa position. Pour que le Congo retrouve sa paix. Non, mais attendez. Non, le Congo, quand on parle du Congo, on fait allusion à quoi? Le Congo, la paix, le Congo, c'est quoi? Mais quand vous parlez de la paix intéresse plus les humains. La paix n'intéresse pas le sous-sol. Voyez-vous? On peut être en guerre et bénéficier de la guerre. On peut être en conflit avec le Rwanda sans nécessairement toucher les autres éléments constitutifs du Congo. Ce que nous cherchons, ce sont les intérêts de la population congolaise d'abord. Et les autres éléments doivent être pris en considération par la suite. Et dans les intérêts des Congolais, il y a la dignité. On n'a pas le droit de brader notre dignité au nom de la paix. Ça, c'est ce que je ne pourrais jamais accepter. Parce que dans la démarche de Félix Tshisekedi, c'est quoi? Félix Tshisekedi connaît l'origine de la guerre. Il connaît l'origine de la guerre. Et j'insiste là-dessus. Il connaît... Pardon? Qui date de 30 ans, c'est ça? Ah, vous parlez de la guerre, l'ancienne guerre ou la guerre actuelle? Parce qu'apparemment, si on doit considérer l'ancienneté des acteurs, des intervenants, on risque de croire que la guerre a toujours existé. Nous parlons de la guerre actuelle. Nous ne parlons pas de l'origine de la première guerre. Non, ça peut être le même acteur, mais ce n'est pas la même guerre. La guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une nouvelle guerre, mais avec certains anciens acteurs
Une nouvelle C'est guerre, pas la même chose. C'est pas la continuation de la guerre. C'est pas la guerre Afdel. Ça, c'est pas la guerre Afdel. Ça, c'est pas la guerre CNDP. Ça, c'est pas la première guerre M23. Ça, c'est une nouvelle guerre qui est basée essentiellement sur les intérêts. Le Congo est toujours sous menace de l'ennemi au regard de ses minéraux. Madame, il n'y a pas que les minéraux, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, mais qui sont apparemment négligés. Savez-vous que parmi les raisons de la guerre actuelle, il y a aussi les cafés? Pourquoi les gens ne prennent pas l'aspect de la production agricole? Savez-vous qu'il y a aussi un problème du réchauffement climatique? Bref, savez-vous au moins qu'il y a aussi un problème lié à la suréminence, à la recherche de puissance, du classement au niveau international? C'est une guerre transversale. Ne prenez pas seulement ce qu'on vous présente. Mais dans cette guerre, l'aspect économique est plus entretenu par les Qatar notamment. Il n'y a pas que les Qatar, il y a les 3 pays de l'OPEP que j'avais y à démontrer l'autre fois. Alors, quand vous dites que le président il connaît l'origine de cette guerre, que voulez-vous dire? Non, je voudrais dire que M. Félix Tshisekedi a participé dans la résurgence de la guerre. Comment ça? Mais en soutenant, en recrutant le M23, en soutenant leurs premières opérations dans le recrutement du personnel. Il l'a fait? Ah, mais bien sûr. Mais Bernard Maïche Biamungu, il était en prison. Il a été libéré par grâce présidentielle. Et ils sont nombreux, ils n'étaient pas les seuls. Et dans le lot, non, mais ouais, mais s'il le veut, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Dans le lot, il y a aussi John Tchiban. Lui aussi, il était arrêté pour le même dossier. Mais il a été gracié. L'idée justement qui est résurgence des M23 pour non, mais madame, agresser le Congo. Madame, si l'État arrête des criminels, le place au niveau de la prison, vous les libérez et vous leur donnez la possibilité de devenir des rebelles, vous savez ce que vous faites. Et comme tout le monde a peur d'en parler, moi j'en parlais, ça fait plus d'une année, madame. N'oubliez pas que j'ai eu à vous démontrer le lien qu'il y a entre le M23, la résurgence du M23 et les autres dossiers. Le dossier avec Bisselé Bifort, le dossier avec Afriland Face Bank, les dossiers avec la grâce présidentielle signée au mois de mars 2019, les dossiers avec tout ce qui est comme magouille pour libérer les gens au mois d'août 2019, j'ai eu à vous les démontrer. Et quand vous prenez à l'origine, vous allez vous rendre compte que la situation s'est amplifiée aussi par rapport au Qatar. Je vais vous faire une démonstration. Vous avez le dossier Bisselé et Bifort. Vous savez pourquoi Bisselé a-t-il été interpellé par les services? Par M. François Béat. Savez-vous pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi, sur base de données que nous avons pu recueillir de RFI Jeune Afrique, M. Félix Tshisekedi avait négocié avec les Qatar minérés contre les équipements de l'armée. Voyez-vous? On devait nous donner le véhicule qu'on nous a présenté comme des blindés, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous voyons dans la partie Est, mais aussi les équipements pour les militaires. C'est ce que vous avez vu avec les Chikata, ce qu'on appelle les Chikata, tout ce qu'ils ont là, ça provenait de là. Ils ont signé ces protocoles d'accord pour justement formaliser leur démarche. Et Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte que le gisement ou le carré où on devait exploiter de l'or était vendu. Et c'est comme ça qu'ils ont interpellé Bisselé Bifort. Alors, on avait vendu à qui? Et ce terrain-là appartenait à qui? Voilà pourquoi les gens de l'UDPS vous disent que Nanga est frustré du fait qu'on lui aurait ravi ces carrés miniers. Et ces carrés miniers-là étaient cédés à qui? Au Qatar. Et c'était quoi? De l'or. C'est-à-dire le Qatar a besoin de diversifier son économie et de préserver ses intérêts en rachetant de l'or parce qu'ils savent que le pétrole est épuisable et au regard de l'évolution technologique, il faudrait avoir ces matières-là pour justement garantir leur survivance en tant qu'État, en tant que nation. Alors, si les dirigeants congolais savent que le Qatar
joue un jeu où il est en train de conserver, protéger ses intérêts, pourquoi accepter justement de s'asseoir sur ces tables de négociation? Non, mais justement parce que Félix Tshisekedi se retrouve aussi dans ces intérêts-là. Donc, il n'y aura pas une paix durable. Non, il y a un vendeur, pardon, il y a un acheteur et il y a deux vendeurs. Les deux ont le même acheteur. Voyez-vous? Ils ont eu à le faire séparément, ensemble et séparément. Si vous m'enviez, vous voulez que je vous accompagne dans vos projets, je veux que vous fassiez la paix. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi accepte de céder, de perdre, et Kagame accepte de céder. C'est comme ça qu'ils sont en train d'être manipulés. Il y a eu une brèche qui s'est ouverte du côté des États-Unis d'Amérique pour justement ce partenariat avec les minéraux congolais. Oui, mais le problème est non. Cela va se faire sur base de notre code minier ou ça va se faire en dehors de nos lois. Madame, je ne sais pas pourquoi les gens ont la facilité de croire au déviationnisme que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Vous voulez me dire que dans ces pays, nous n'avons jamais signé d'accords ou de contrats avec les États-Unis? Tenke Fungurume Mining, c'était dans quel cadre? C'était pas dans une coopération bilatérale entre l'État congolais et les États-Unis? En 2017, les États-Unis se sont désengagés dans le secteur minier. Ils ont vendu leurs actifs miniers aux Chinois. Et c'est comme ça que les Chinois ont eu à renforcer leur participation dans notre pays, en commençant d'abord par le contrat qui ont été signés individuellement avec certaines entreprises, le renforcement de la coopération dans le cadre du contrat chinois. Là, nous sommes sous, et après, en 2017, ils ont eu à racheter les actifs miniers des États-Unis. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à se hisser au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissez que la Chine a eu à mobiliser autant de matières stratégiques que les Américains avaient négligées en son temps. Au regard de l'évolution de la problématique du réchauffement climatique, compte tenu de la sensibilité de l'économie et du positionnement de la Chine par rapport aux BRICS, les États-Unis se sont décidés de freiner l'élan et cela a commencé avec le dossier Huawei. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes retrouvés entre deux guerres. Ceux qui me suivent savent que j'avais sensibilisé suffisamment M. Félix Tshisekedi. Parce que quand il est arrivé en fonction, il a tenté de nous emballer tous dans la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et il avait pris position. Il vous souviendra qu'il était reçu en Russie, à Sochi. Il vous souviendra qu'il a été reçu à Sochi avec Madame Denise, pour qui nous avons beaucoup de respect. Ce que nous avons constaté, M. Félix Tshisekedi a eu tendance à inviter la Russie pour installer sa base militaire au niveau de l'Ituri. Et il avait autorisé à Africom, le service de renseignement militaire des États-Unis œuvrant en Afrique, chez nous. Il voulait les installer au niveau de Beni. Et c'est nous qui avons dit, attention monsieur, vous n'avez pas le droit d'inviter ces deux-là dans nos territoires. Parce qu'il y a une guerre entre la Russie et les États-Unis. Alors, sur le plan économique, Félix Tshisekedi avait tenté d'annuler le contrat chinois. Et lui pensait que tous les Chinois étaient derrière ces contrats. Or, le consortium qui a signé le contrat dit chinois avec l'État n'est pas les seuls, ils ne sont pas les seuls à être en contrat avec l'État. Il a voulu annuler. C'est comme ça qu'il a utilisé M. Alinguete pour jeter de l'opprobre par rapport à ces fameux contrats-là. Ils ont eu à dire à la population qu'on va annuler parce que ce n'était pas un contrat concessionnaire qui ne profitait pas à l'État ou à la population. Ils sont allés et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la capacité d'annuler le contrat
Ils nous ont menti en nous disant qu'ils auraient renégocié, alors qu'en réalité, ils n'ont fait... Ils nous ont présenté 7 milliards 500 millions en termes de bénéfices qu'on aurait à gagner, mais en même temps, ils ont eu à donner des exonérations en valeur de 7 milliards. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ces fameux contrats renégociés, on ne gagnera que 500 millions. C'est nous qui avons dit à M. Félix Tshisekedi, n'entrez pas dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on n'a pas le poids, maman. Je ne peux pas prendre le risque d'être devant Bakole et un autre monsieur sportif ou Jean-Claude Van Damme, et je dis non, voilà, non, je n'ai pas la capacité de faire face à ces gens, et naturellement, je ne peux pas m'engager. Oh, Félix Tshisekedi était entré pleinement dans cette guerre-là. Il a été induit en erreur par ses services, mais aussi par l'ambassadeur qu'on appelait Nzita. Et c'est nous qui avons lancé les alertes pour lui dire « Non, monsieur, n'entrez pas dans cette guerre. » Et c'est cette guerre-là qui est ressentie aujourd'hui. Peut-être que je vais vous surprendre dans nos recherches, au niveau de notre parti. Nous avons tenté de démontrer que c'est grâce à cette guerre qu'il n'y a pas eu balkanisation. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait seulement qu'il y a un conflit d'intérêts au niveau de puissance, ça nous préserve. Ça préserve ce que nous avons comme espace. Okay. Si nous commettons l'erreur, eh bien la balkanisation sera automatique. Mais le président a apporté des éclaircissements quant à cette question. On parle de potentiel accord avec les USA. Il dit que c'est pour absolument éviter qu'il y ait bradage. C'est une façon pour lui de trouver un terrain gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Mais ça a toujours existé. On lui a posé la question aux États-Unis. Quelle était la place de la Chine dans tout ça? On lui a posé cette question. Les États-Unis veulent stopper l'élan de la Chine. Ça, ce n'est pas notre guerre. Nous sommes encore dans dans la guerre de la survivance. Nous cherchons d'abord à savoir si nous serons en mesure de manger ou pas. On n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas notre guerre, mais c'est le Congo qui détient justement ces minéraux. Alors, le président, lui, si en retour, le Congo peut s'efforger. Non, est-ce que les États-Unis ont demandé à Félix Tshisekedi de lui donner un partenariat gagnant? Non, mais un partenariat mais avec intelligence. Les États-Unis va gagner. Avec intelligence. Les États-Unis vont gagner également. Avec intelligence. Vous allez vers les États-Unis, vous leur dites, ok, nous avons besoin que vous veniez prendre ce que vous voulez prendre, en contrepartie, garantissez-nous la paix. Qui a fait l'offre? Qui a fait la demande? Qui a proposé à l'autre? Les États-Unis ne vous ont pas dit, venez, on va vous donner la paix moyennant ça. C'est vous qui êtes allés là-bas. Et ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'intelligence. Madame, il faut être méthodique pour survivre. Mais ce n'est pas une carte jouée justement en cette période de crise. Non, mais c'est pas intelligent, madame. C'est pas intelligent du tout. C'est pas comme ça qu'on doit agir dans l'État. C'est pas comme ça. Il faut être méthodique, il faut être stratège. Parce que si vous regardez très bien, pendant la guerre froide, M. Mobutu a survécu. C'est grâce à l'intelligence situationnelle adaptée. On ne peut pas comme ça se lever parce que les parlementaires ont dit, vous dites, non voilà, les Américains, prenez ce que vous voulez prendre et en contrepartie, donnez-nous ce que nous avons besoin. Bon, non, pensez-vous que nous avons besoin que de la paix? Mais vous vous trompez? Vous vous trompez? Quand ça, c'est le bradage. Les différents processus peinent justement à porter des fruits. Les sanctions, certes, on parle de sanctions, mais est-ce que ce sont des sanctions robustes qui pèsent? Entre-temps, il y a l'ennemi, encore la pression de l'ennemi qui s'est fait ressentir. Quel ennemi? Les M23, la CM23. Non, mais attendez. Les troupes rwandaises. Et alors, pensez-vous vraiment que les Rwandais sont aussi puissants que ça? Vous ne savez même pas pourquoi nous sommes en position de faiblesse. L'armée professionnelle est en train d'être montée ici. Montée où? Au Congo. Oh, mais l'armée qui montait en puissance, c'était pas professionnelle? Et ça va prendre combien de temps, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Et c'est cette armée professionnelle qui est en train de recruter en envoyant M. Bemba et qu'on sort à sensibiliser la jeunesse, à leur faire prendre des avions pour les amener nulle part. Madame, avez-vous l'idée? De Bemba dérange? Non. Non, mais ça ne dérange pas. Ça prouve la nullité de leur action. Ça, je vous dis, ça c'est une manque d'intelligence que l'on ne peut même pas voiler.
Il faut être méthodique. Il faut être méthodique, il faut être stratège pour survivre dans cet espace. Ne pensez pas que les États-Unis vous feront de yeux doux ou chercheront à vous apporter, à vous procurer la paix sans nécessairement chercher à vous détruire. Est-ce que vous... Non, dites-moi, qu'est-ce que les États-Unis gagneraient s'il y a la paix dans notre pays? Donc, il faut se méfier de l'hypocrisie de... On ne s'en méfie pas, madame. On vit hypocritement au niveau international. Devenons hypocrites. Pas menteurs, hypocrites. Nous sommes menteurs. Parce que ceux que vous représentent mentent. Devenez hypocrite. L'hypocrisie? Non, mais, madame. À quel niveau ils ne sont pas vrais? Non, mais si déjà le nom de votre président pose problème, vous voulez que je dise quoi? Comment ça, son nom pose problème? Ah, mais voilà. Mais il a eu à se présenter à 2 reprises avec 2 noms différents. Non, il y a juste eu omission d'un nom. Ah, omission? Oui, c'est ce qu'on appelle généralement mensonge. C'est une omission volontaire. Je pense que nous devons arriver à développer une intelligence situationnelle à même de nous hisser au niveau des enjeux mondiaux. Parce que si nous n'arrivons pas à maîtriser ce qu'il y a au niveau international, on est foutu. Vous avez le coltan? Oui, c'est bien. Les gens veulent produire de l'énergie propre? Oui. Vous avez du cuivre? Oui. Ça doit permettre à ce qui est le transport de l'électricité? Oui. On doit fabriquer des véhicules électriques et tout ça? Oui. Les États-Unis en ont besoin? Oui. La Chine aussi? Oui. La Russie et tout ça? Oui. Alors, comment faire pour survivre face à ces enjeux croisés, à ces enjeux multiples, au regard de la notion de puissance qu'il y a au niveau international? C'est cette intelligence que nous devons faire montre. Et pour que vous sentiez que cette intelligence existe, il faudrait d'abord voir la situation de nos ambassades. Parce que l'État congolais, en tant que sujet du droit international, doit mettre en place un mécanisme de survie et d'imposition de sa volonté au niveau international. Et cela passe inéluctablement par sa politique extérieure qui est jouée par les ambassades et les affaires étrangères. N'est pas ministre des Affaires étrangères qui en veut, n'est pas ambassadeur qui veut. On doit avoir des gens de qualité, des gens qui ont une maîtrise des enjeux mondiaux. Ne pensez pas que tous ceux qui ont eu à faire les relations internationales sont mieux placés pour parler des enjeux. Non, aujourd'hui, l'enjeu est énergétique, économique. Donc, il faudrait renforcer ceux qui font les relations internationales sur ces matières-là, qui sachent qu'est-ce que les autres veulent de nous et comment nous devons négocier. On ne doit pas nommer les épouses, les épousettes, le cousin, le cousine, le beau-frère, le belle-sœur. Le profil de Madame Thérèse Wagner. Non, elle est émotive. Elle est émotive. Elle a réussi à faire sanctionner les généraux, on va dire, rwandais. Non, bon, c'est elle qui a fait ça? Non, mais elle a mené la diplomatie. La diplomatie pour qu'on sanctionne les militaires? Elle a fait ça, elle a mené la diplomatie. Il y a eu des sanctions qui sont tombées. Madame, l'Union européenne également. Est-ce la première fois? Est-ce la première fois? Mais on va dire qu'avec elle, les lignes ont bougé. Non, mais où? Elle a fait ça où? Elle a fait ça où? Elle a mené le lobbying elle a participé au Conseil de sécurité. Non, mais quand? Madame, vous pensez que les sanctions ont commencé quand? Les sanctions ont commencé bien avant. Bien avant. Le Rwanda a été sanctionné à plusieurs égards. Ils ont eu à mener des actions pour qu'on lève les sanctions contre ces dignitaires. Bien avant même que Félix Tshisekedi n'envisage d'être candidat à président. Et ces sanctions-là... Ces conflits, vous venez de le dire, la situation actuelle, il y a eu des sanctions qui sont tombées. Non, mais ces sanctions-là nous apportent quoi? Nous servent à quoi? Non, dites-moi, quel est le degré d'atténuation de la crise en rapport avec ces fameuses sanctions? Un coup fort pour le Rwanda qui verra peut-être certainement son économie ou son budget basculer. Parce que... Non, mais son budget, là, c'est par rapport à l'appui budgétaire. C'est par rapport à ce que les autres pays lui apportent. Justement. Mais par rapport aux transactions, avez-vous une idée sur les transactions? C'est une pression qui peut lui faire lâcher prise. Non, mais qui peut peut-être le pousser à renforcer davantage son emprise sur le Congo.
Parce qu'il doit prendre en charge le gap qu'il y a entre les prévisions et les réalisations. Le Rwanda a plus gagné de la guerre que les sanctions. Parce que généralement, c'est qu'on vous dit sanctions. C'est-à-dire qu'on vous dit non, voilà, il n'aura plus à recevoir les 20 millions qu'on lui avait promis. Mais en même temps, il est en train de transacter avec ces mêmes États. Les multinationales passent par le Rwanda et justement pour avoir ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, et puis aller revendre. Et dans cette commission-là, le Rwanda se retrouve aisément. Le Rwanda gagne plus avec la guerre qu'avec l'appui budgétaire. Avez-vous une idée sur la structure du budget du Rwanda? Avez-vous une idée sur la structure du PIB du Rwanda? Allez voir, plus il y a l'augmentation de prix, de cours d'échange de matières premières qui nous concerne, nous, au niveau international, il y a augmentation des revenus du Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda vit grâce aux transactions qui se font par rapport à nos richesses. Nous devons aussi arriver à réfléchir. Pourquoi tous ceux qui nous font la guerre, tous ceux qui soutiennent le Rwanda, préfèrent passer par le Rwanda? Moi, je vais vous démontrer. Et je l'ai découvert là où j'étais. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des gens qui avaient amené des investisseurs chez nous. J'ai trouvé un groupe de gens qui avaient contacté M. Félix et qu'il y a, je crois, ça fait 4 ans ou 3 ans. Ils ont dit qu'ils auraient amené 3 milliards 200 millions pour construire des logements. Ils sont arrivés et on leur a exigé de payer des rétrocommissions. Quelqu'un qui vient avec 3 milliards 200 millions pour construire des logements en faveur de la population, et ce sont les collaborateurs de Félix qui ont conditionné aux rétrocommissions. Et ils ont préféré ne pas donner. Comment on vient avec 3 milliards 200 millions injectés dans votre économie, vous exigez 150 millions de dollars de rétrocommissions. Au cas contraire, ils ne vont pas valider, ils vont dire à Félix que lui-même doit commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de gens qui sont venus avec des projets et parmi ces gens, personne n'a pu concrétiser? Mais c'est son entourage. On veut avoir 10 tonnes de cuivre. Chez vous, ça va nous coûter 1 million. Alors qu'au Rwanda, ça va nous coûter 650. On préfère aller au Rwanda. Ça, c'est la rationalité du producteur. Il doit chercher à minimiser les charges pour maximiser la profitabilité. Nous créons des obstacles, nous interdisons aux gens, nous réduisons la fréquentabilité de l'État et ils profitent de ça pour aller vers le Rwanda et avoir la même chose à vil prix. Nous devons arriver à assainir l'environnement des affaires parce que ce sont les investissements qui nous sécurisent. Je vous ai dit ici, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les puissances et ces puissances se retrouvent chez nous. Et chacun veut sécuriser son investissement, ça fait que ça nous sécurise sur le plan spatial. Ils n'ont pas besoin de l'homme congolais, ils ont besoin de l'espace du sous-sol. Alors, avant de vouloir aller au niveau international, est-ce que la crise devrait déjà être résolue ici en interne, d'où accompagner la démarche de prêtre d'abord? Parce qu'on a vu qu'il y a eu les sommets de l'EAC, le sommet de la SADC, qui ont appelé justement à un cessez-le-feu, chose qui n'a pas été respectée. Aujourd'hui à Doha, on parle d'un cessez-le-feu une fois de plus, mais selon certaines informations, l'ennemi continue continue en fait à menacer le Congo. Donc la solution ne se trouve pas au niveau international. Non, le problème c'est que je crois même les prêtres l'ont dit. La question étant transversale, il faut prendre en compte tous les enjeux et tous les acteurs. Il faut prendre la question sur le plan interne et prendre la question sur le plan international. C'est ce qu'ils font. Ils ont eu à nous visiter, à nous rencontrer. On a eu à échanger longuement avec eux. Ils sont allés voir l'essentiel des États qui sont impliqués directement ou indirectement. Ils sont allés voir les grandes puissances. J'ai vu une photo avec le président Macron qui ont eu à échanger parce que la France est pour beaucoup dans ce qu'il y a en termes de solutions et en termes de problèmes. N'oubliez pas. Et donc, ils ont eu à rencontrer toutes ces personnalités justement pour avoir une idée sur l'approche développée par chacune d'elles. Et ici, en interne, le problème est plus profond ici qu'à l'extérieur. Ici, il y a le problème du tribalisme.
Dans l'armée, l'armée est divisée. Les services ne travaillent plus de manière optimale. Le tribalisme se constate partout. Les tribalismes dans l'armée ou l'infiltration? Non, madame, vaut mieux l'infiltration que le tribalisme. Donc là, le problème, c'est le tribalisme. Non, mais il y a le tribalisme au sein de l'armée. Il y a le tribalisme au sein des services. L'infiltration, si le Rwandais nous infiltre, c'est facile d'identifier un infiltré que d'identifier un tribaliste. Parce que dans le traitement, on constate qu'effectivement, il y a cassure entre l'armée de Mobutu, l'armée de Laurent-Désiré Kabila, l'armée de Joseph Kabila, et ce qu'on pourrait appeler l'armée de Félix Tshisekedi. On sent qu'effectivement, il y a une sorte de stratification en termes de traitement. Et ça crée des frustrations au sein de l'armée. Voyez-vous? Il y a un problème d'immoralité, la corruption, le détournement. Ces problèmes-là ne seront pas résolus par l'international. Il y a un problème de non-respect des engagements politiques. Ça crée des frustrations. Il y a un problème de la fraude politique électorale et tout ça. Ça ne sera pas résolu par l'international. Il y a un problème de forfaiture électorale. Un président qui a été kabilocratiquement élu et qui s'est imposé, tshisekidocratiquement imposé. Nous pensons que dans ce contexte-là, le problème doit être résolu en interne. Parce que les raisons sont endogènes. Mais sur le plan externe, on doit arriver à organiser notre administration en interne pour négocier. On doit essayer de voir comment réconcilier les intérêts croisés entre nous et certains pays sans nécessairement brader notre souveraineté. Et donc, nous sommes en face d'une question transversale, comme je l'ai dit. Le prêtre a compris. Mais le prêtre semble négliger la dimension anthropologique de ceux qui sont au pouvoir. M. Félix Tshisekedi n'est pas digne de confiance. Personne ne peut prendre le risque de faire confiance à un monsieur comme Félix Tshisekedi. Le président n'est pas être digne. Comment ça, monsieur Bolodjoa? Non, mais il ne tient pas sa parole. L'ordre des missions. Si on voit le catholique continuer dans cette démarche. Non, mais effectivement, c'est lui qui leur avait demandé de faire ça. Mais les catholiques continuent leur démarche. Non, mais ils continuent effectivement, mais cela ne veut pas dire que Félix Tshisekedi est d'accord. Félix Tshisekedi peut être comme ses parents, qui envoient son enfant à l'école, qui paie les minervales, justement parce qu'il ne veut pas que le voisin lui fasse pression. Pourquoi vous n'envoyez-vous pas votre enfant à... Mais il prie pour que l'enfant échoue, afin de trouver raison ou prétexte de ne plus payer les minérales. C'est ça, Félix Tshisekedi. Du moment où dans sa sortie médiatique, il dit qu'il faut donner une chance à la paix, et il va encore aller détourner cette non, monsieur Félix, faire une chose et son contraire. Monsieur, tant qu'il tire dividende de ce qu'il y a, monsieur Félix Tshisekedi n'a rien à foutre de votre paix. Savez-vous que si la guerre peut l'aider à ne pas organiser les élections, il peut soutenir la guerre? Apparemment, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le président a dit qu'il n'a pas, en lui l'idée de s'éterniser au pouvoir. Il a dit non, mais il ne peut pas s'éterniser parce qu'il est limité par les temps et par l'espace. Mais il peut vous dire, la base m'a demandé de continuer. Parce qu'ici, il peut retirer des signatures dans des accords signés. Il peut aussi vous dire, la base m'a demandé de continuer. Alors, il n'est pas digne de confiance. Échec, on va le dire ainsi, de la rencontre entre le gouvernement congolais et la délégation des rebelles M23. Ah, ils sont rebelles. Ils ne sont pas agresseurs. Parce qu'apparemment... M23, donc ils sont rebelles. Des troupes rwandaises. Oui, mais s'ils sont rebelles... Non, mais attendez. S'ils sont rebelles, cela veut dire que c'est un problème congolo-congolais. Ça change tout, en fait. Mais ils ont comme appui, oui, mais généralement, c'est ce qui s'est fait. Même quand l'IDP soutenait le M23, ils savaient que derrière le M23... Ah, bien sûr. L'UDP, c'est l'opposition. Ah, bien sûr. A soutenu le M23. Mais bien sûr. Et pourquoi on a gracié John Tiban? Oh, madame. Vous ne savez pas que lorsque Kabila combattait le M23, l'UDP avait pris position? Kabila, c'est pas le parrain, c'est le parrain. Là, moi, je ne sais pas. Il combattait encore. Non, mais qui a combattu le M23 en 2013? Il y a eu des accords. Non, mais qui a combattu le M23? Mamadou Ndala est mort pour rien, en fait. Baouma est mort pour rien. Il y a des accords en quelle année? Ce que je sais, lorsque Kabila combattait le M23, Tshisekedi
l'UDPS soutenait le M23. Ils ont eu à déployer certains de leurs jeunes là-bas pour rejoindre la rébellion qui était créée par John Chibangu, qui est aujourd'hui général de M. Félix Tshisekedi. Il était à l'époque colonel, si je ne m'abuse pas. Et ce que je vous dis ressort d'un rapport détaillé du Conseil de sécurité. Les Congolais doivent avoir la culture de la lecture. Tout est écrit quelque part. On a cité l'UDPS, nommément l'UDPS et ses dirigeants qui ont soutenu le M23 dans un rapport du Conseil de sécurité en 2012. Ils ont cité John Chibangu, ils ont été même cités dans le dossier Kamwina Sampo. Donc l'UDPS, tant que parti politique, a eu aussi... Non, il y avait une branche armée depuis, l'UDPS avait une branche armée depuis. Alors, quand Joseph Kabila dit que le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi, il en est aussi la solution. Bon, solution, je ne pense pas, problème, oui. Mais Kabila doit aussi avoir le courage de dire, si Tshisekedi a des problèmes, c'est parce que c'est lui qui en est le créateur. Donc, c'est d'abord Kabila le problème, avant que mais oui, le soit. C'est Kabila qui a transféré le pouvoir de problème à Félix Tshisekedi. Parce que si Kabila n'avait pas décidé de faire de Félix Tshisekedi président par la forfaiture électorale, on n'aurait pas tous ces problèmes. On allait avoir un parti qui se présenterait comme un parti pacifique, mais alors qu'en réalité, il y a des faits qui énervent certaines dispositions de la loi. Je voudrais vous dire que si vous prenez tous ceux que vous avez cités là, il y a une corrélation. Vous voyez, M. Kabila, cherchant à protéger ses intérêts, il a fait de Félix Tshisekedi président. Pour y arriver, il a utilisé Nanga. Et Nanga, on lui a confié la mission d'organiser les élections. Il a eu à surfacturer les équipements et il aurait détourné 105 millions de dollars pendant le processus électoral. C'est ces 105 millions de dollars qui lui auraient permis, n'est-ce pas, de s'acheter les carrés miniers. Et ce sont ces carrés miniers qui ont été ravis par M. Félix Tshisekedi et cédés au Qatar. Lui, étant fâché, il va rejoindre le M23 qui du reste était utilisé par Félix Tshisekedi pour déstabiliser Kabila, mais aussi pour que ces services, ces M23-là les sécurisent contre le pouvoir de Kabila. Et fort malheureusement, pour avoir le M23, il devait passer par le Rwanda, négocier avec le Rwanda, en vue d'avoir leur accompagnement. Et les M23 ont été mis en contribution grâce au Rwanda pour sécuriser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et ce qui est surprenant, aujourd'hui on nous dit Nanga a rejoint le M23 pour créer le AFC M23 derrière le Rwanda pour combattre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi. Et ce qui est encore surprenant, M. Tshisekedi nous dit Kabila serait derrière. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est un fourre-tout. Ce sont les mêmes acteurs qui ont commencé à créer les conditions de mauvaises élections, d'insécurité, qui se retrouvent tous dans un même lot. Et ce qui est surprenant pour couronner le tout, Kagame a pour parrain Qatar, Félix Tshisekedi a pour parrain Qatar, et au finish, c'est la population qui est en train d'être dupée. C'est un complot. Tous sont dans le lot. C'est un complot. Si tous sont dans les lots, où viendra la solution? Mais la solution du peuple. La prise en charge. Il faut enclencher l'article 104. Lorsque j'en parlais, les gens ne voulaient pas me comprendre. Pardon? Les Congolais doivent se prendre en charge. Non, mais bien évidemment. Ah, bien sûr. Mais quand je vous parlais de l'article 104, quand je vous disais qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors de l'article 104, c'est de ça qu'il s'agissait. Peut-être à cette époque-là, je ne voulais pas mettre à votre disposition toutes les informations, mais c'est ce que je vous disais. Je le disais chaque jour, à mes risques et périls. Et nous continuons dans la même situation. Essayez de vous imaginer. Le 1-23 était inopérant. Félix Tshisekedi le réactive. Paf, il prend une décision irréfléchie de l'état de siège. Il interdit le contrôle citoyen. Il prétend ici avoir militarisé la zone. Mais cela n'a pas été démontré par la suite. Et c'est comme ça que les M23 sont entrés chez nous. Quand les M23 sont entrés, M. Félix Tshisekedi, on lui dit, ils sont entrés par l'Ouganda. Il a emballé la population en disant, non, ce sont les Rwandais. Alors qu'en réalité, les M23,
qui nous avait attaqué premièrement venait de l'Ouganda. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait, il protège les intérêts de l'Ouganda, il demande à l'Ouganda d'entrer chez nous pour des opérations conjointes. L'Ouganda est considéré comme un allié, alors qu'en réalité, l'Ouganda a servi de base arrière au M23 et a financé par ailleurs les opérations militaires du M23. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne parle pas de l'Ouganda, mais l'Ouganda occupe notre espace. L'Ouganda est en train d'exploiter nos ressources. Personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est un réseau mafieux. Quand ils sont rendus à Bunagana, ils n'ont pas simplifié les choses, l'armée ougandaise. Non, mais c'est un réseau mafieux qui a été organisé. Et nous avons compris ça bien avant. Et nous avons lancé des alertes. Mais la population congolaise, surtout la population quinoise, tellement elle est plus assidue dans ce qui est futilité, les gens ne comprennent pas que derrière ce qu'il y a un guet-apens, il y a un piège. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, même Félix Tshisekedi n'a plus la maîtrise du réseau que lui-même a créé. Alors le danger, c'est à quel niveau? Non, mais c'est lui, il faut avoir un commandant en chef sérieux, discipliné. On doit extirper du système de défense tous les traîtres. Tous les traîtres. Il place un infirmier comme ministre en charge de la défense. Et il remplace un ancien rebelle ami à l'Ouganda. Mais oh, bon Dieu, qu'avons-nous fait pour avoir des gens qui veulent, qui souffrent le chaud et le froid, qui ne veulent pas dire la vérité à la population? Cher peuple congolais, je vous l'ai dit à mes risques et périls, il faut s'en débarrasser, il faut enlever, il faut extirper tous les éléments malicieux pour que nous survivions au risque de tout perdre. Il faut attendre 2028, attendre les élections pour qu'il y ait changement de régime. Ah bon? Parce qu'après 2 mandats, le président ne sera plus sélectionné. Qui est souverain? Le peuple. Le peuple a un pouvoir supraconstitutionnel. Et même la Constitution en fait un devoir sacré. Un président de la République peut être poussé à démission, oui ou non? C'est constitutionnel. Lisez l'article 75 de votre Constitution, un président peut démissionner. L'article 166 de votre Constitution prévoit qu'un président soit jugé, condamné et extirpé du système de gouvernance. C'est constitutionnel. Puisqu'il est là, le président, il est encore là en fonction. Oui. Il dit ne vouloir pas négocier avec les rebelles M23. La rencontre, justement, qui l'aurait réuni n'a pas eu lieu. Le voir avec l'émir du Qatar, est-ce que ce n'est pas... C'est aussi, on va dire que ça a permis au président, justement, de ne pas franchir la ligne rouge qui s'était définie. Quelle ligne? De dialoguer avec les M23. C'est ça la ligne. Ce n'est pas de préserver l'intégrité territoriale. Pour lui, la ligne, c'est dialoguer avec les M23. Non, mais attendez, madame, s'il vous plaît, si on vous démontrait un jour que Félix Tshisekedi envoie ses émissaires rencontrer le membre du M23, vous direz quoi? Ce n'est pas encore arrivé. Ah, ce n'est pas encore arrivé parce que vous n'avez pas vu ça. Vous connaissez Bertrand Bissima? Vous le connaissez? Ah, il faut chercher à les connaître. Et je reviendrai ici pour vous citer la personne qui a servi de plaque tournante de tous les systèmes d'insécurité dans ces pays. Je viendrai vous le dire ici. Cette personne est au pouvoir? Non, je viendrai vous le citer. Parce qu'en ce moment-là, je vais déjà préparer ma tombe. Je viendrai madame, je vous dis pour le Congo, madame, croyez-moi, au nom de mes ancêtres, je viens. Madame, je vous dis, croyez-moi, au nom de mes ancêtres, je viendrai citer le nom de la personne qui est à la base de tout ce que nous avons comme système de défense. Et cette personne n'est pas loin du pouvoir. Je viendrai vous le citer ici. Très bien. Alors, votre lecture sur cet échec des négociations? Non, mais il n'y a pas échec. Nous sommes en train de vivre un complot boutiqué par nos propres frères avec les ennemis de la République. Donc, même les rebelles, ils sont dans ce... Madame, je vous ai dit, M. Nanga doit les minerais au Qatar et à Émirats Arabes Unis. Madame, croyez-moi, c'est un réseau. Eux qui n'ont pas voulu se présenter. Madame, croyez-moi, il n'y a pas d'ennemis invisibles. Il n'y a pas d'ennemis invisibles. Tous sont ennemis. Croyez-moi. Tous sans exception. Tous.
Ils sont dans le complot contre l'État. Qui vous dit que ce n'est pas une manière pour eux de payer des factures? Mais si c'est le cas, donc même la démarche de catholique n'aboutira à rien. Voilà pourquoi je vous dis, ils ne connaissent pas Félix Sekeye. Tous sont dans le complot. Tous, sans exception, sont dans le complot. Le peuple n'a que ses yeux pour pleurer. Fort malheureusement. Très bien, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Merci pour la confiance. Merci justement de rester devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Alors, nous tendons presque à la fin, mais on va prendre la thématique la thématique abordant justement la paye de militaires. Le président l'a dit, qui a hausse désormais, un soldat percevra. Qu'est-ce qu'il entend par soldat? Dollars. Madame, qu'est-ce qu'il entend par soldat? $200. C'est ça le problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il entend par soldat? C'est quoi la définition d'un soldat? Légalement, c'est quoi un soldat? Qu'est-ce qu'il entend par soldat? Donc le président n'aurait pas dû parler d'un soldat. Non, mais attendez. Il y a les soldats dans l'armée. Tous ceux qui sont dans l'armée ne sont pas nécessairement soldats. Qu'est-ce qu'il entend par soldat? Monsieur Félix Sekeye, vous qui apprenez à nos enfants à dire de contre-vérité, pouvez-vous me dire l'effectif de l'armée, s'il vous plaît? L'effectif. On a combien de personnel civils et militaires? Combien? Si vous dites soldat, c'est-à-dire le moins gradé en fait. Tous $500 dans ces pays? Notre armée compte environ 100 000 soldats. Environ. Dixit le président. Non mais il ment. Environ, ça veut dire quoi? C'est imprécis. Combien? Il ne connaît même pas l'environ. Mais ça, environ 100 000. Ça peut être 110 000, 120 000, 130 000, 140 000. C'est environ 100 000. Combien, monsieur? Dites-moi aussi. Ils sont payés. Là, vous parlez de la solde ou des primes? La solde. La solde, c'est-à-dire la base. Oui. $500. Ils étaient à $100. Non, mais ils étaient à $100 où? Où? Quand est-ce que le dernier des militaires touchait $100? Ça, c'est une moyenne. Non, mais dites-moi un peu, est-ce qu'un général congolais a une solde de $500? Qui peut me le prouver ici? Qui? C'est faux, il ment. Il ment. Non, le président, il ne peut pas mentir. Ah bon, parce qu'il est qui? Vous pensez qu'il est encore... il est garant du bon fonctionnement. Oui, mais un garant qui dit environ, un garant. Moi, le jour où j'accéderai à la fonction présidentielle, je vous dirai avec certitude le nombre de militaires. Parce que c'est le personnel qui travaille sous mon commandement. Je dois connaître le nombre. Et c'est sur base de ça que je ferai des projections. Madame, prenez 100 000. Multiplié par 500, ça fait combien? 5 millions. 5 millions. Multiplié par 12, ça fait combien? 60 millions. 600 millions. 600 millions. Alors, demandez à Félix Sekeye. Quelle est la loi rectificative du budget qui a été prise pour que la rémunération des militaires quitte des $100 imaginaires à un $500 utopique? Qui vous disent quelle est la base légale des $500 payés aux militaires? C'est faux, il vous ment. Il n'y a pas eu collectif budgétaire, il n'y a pas eu augmentation. Mais moi, nous vivons chaque jour avec ces militaires. Je suis sûr et certain que parmi ces militaires, il y a de ceux qui nous suivent en ce net moment. Pouvez-vous me dire aujourd'hui que les derniers militaires touchent $100? 500? ça. Pourquoi ment-il? Parce que lui-même fait confiance aux informations lui fournies par des gens de mauvaise foi qui l'entourent. Il est en train d'être menti pour nous mentir. C'est faux, maman. Donc, cela peut constituer aussi une pression budgétaire et politique. Maman, si vous augmentez la solde de militaires sans soubassement légal, vous pouvez suspendre à tout moment, non? Écrivez ça dans le budget. On a voté le budget ici. On a voté le budget ici l'année passée. Le budget est en application. Si vous voulez nous dire que vous avez augmenté, donnez-nous un seul document qui dit, voilà, nous avons augmenté la solde. C'est où? Même un communiqué de service, c'est où? C'est faux. Le président instruit.
Instruit quoi? Que vaut sa parole? Un président de la République. Non, mais vous êtes dans la norme. Ici, c'est un pays atypique. Il a augmenté la solde militaire sur base de quoi? Si vous allez dans la loi vous dit il faut qu'il y ait la loi rectificative du budget. Lui dit il a augmenté. Il a augmenté sur base de quoi? Quelle est la décision qui a été prise pour augmenter? Parce qu'il a dit ça où? Le Figaro. Oui, c'était à l'extérieur, non? C'était à l'extérieur. Oui, à bon mentir qui vient de loin. Oh. Non, qui demande aux militaires. Et bon, aussi, il savait qu'ils auraient cette information, justement. En communiquant, les présidents savaient que... Maman, si on donne à un dernier militaire $500, sachez-le très bien, le général va avoisiner dans les 700 à $800. Les généraux ne touchent pas $800 des soldes. Peut-être ils confondent la prime. C'est pas la solde. Ils mentent. Ils sont en descente ou ils sont... Non, mais ouvrez votre téléphone, demandez aux militaires d'appeler. Si on va supporter, dites aux militaires de vous appeler par votre téléphone, qu'ils vous disent... Vous savez que les militaires ont des femmes? Savez-vous que les militaires ont des enfants? Nous vivons avec eux chaque jour. Regardez un peu là, en face. Il y a des camps militaires, non? Camp Kokolo, c'est non loin de chez vous. Allez voir, un militaire qui touche $500 va accepter de vivre dans ces conditions-là? Sous les cartons, sans tenue, $500, maman. Puisqu'un secrétaire général est à fonction publique. Alors, ils étaient à 100. Quand? Là, Quand? toucheront, maman, sergent deuxième classe, 237 000 francs. Sergent deuxième classe, 237 000 francs. 237. Alors, ça fait combien? J'ai dit sergent, je ne dis pas les recrues là. Sergent deuxième classe, 237 000 francs. Capitaine, 306 000 francs. Nous vivons avec eux. Bon, le président a dit dorénavant, ils perceront $500. Sa parole ne vaut rien. Vous ne voulez juste pas le croire. Non, je les classe parmi les païens. Vous êtes chrétien. Ah, mais oui. Sa parole ne vaut rien. Mais le président, c'est un président chrétien. C'est ce qu'il vous dit. Non, c'est ce que nous voyons. Non, le père du mensonge, c'est le diable. Justement, son pouvoir. Les mensonges a pour père le diable. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne ment pas. Le président n'a pas menti. Il a menti. On reviendra pour voir. Madame, convoquons alors, jugeons la constitution. Non, jugeons alors le budget. Jugeons le budget. C'est là où on répartit les ressources de l'État. 500. Vous blaguez avec ces politiciens. Hein? C'est méchant. Vont donner à un militaire $500. Moi, croire à ça. Vous êtes pessimiste, pourquoi? Non, on se connaît, maman. Ces gens ici, ils sont tellement méchants. Ils n'accepteront jamais de voir les conditions de vie être améliorées. D'ailleurs, je vais vous démontrer. Sa première ministre a dit on va doubler. Mais Félix Séké a multiplié par 5. Vous trouvez déjà c'est du mensonge. C'est la première ministre qui doit exécuter. On va multiplier vos soldes par 2. Mais 100 multiplié par 2, ça fait 200. Oui. Mais il vous dit non, c'est 500. Et vous y croyez? Maman. Ne croyez pas à ces gens, ils sont méchants. Il va instruire à la première ministre. Non, oui, mais... Elle va revenir. De la même manière, moi aussi, je peux dire à madame, à part désormais, donner $50 chaque jour aux enfants pour aller à l'école. Il faut connaître le nombre d'enfants, il faut connaître le nombre de cours d'aller à l'école, et il faut multiplier sur base de ça. Parce que j'en ai 6. J'en ai 6. Si je dois donner $50, ça me fait $300 par jour. Multiplié par 5 pour certains, 6 pour d'autres, ça me fait autant un pactole. Et c'est sur base de ça que je dirais, oui, mais je gagne combien? C'est comme ça. Si c'est ça, sa parole pour séduire les jeunes à aller dans l'armée. Messieurs, dites la vérité. Le peuple est prêt à accompagner ces institutions. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que pour qu'il y ait augmentation des salaires, on doit faire de coupes budgétaires, réduire le train de vie des institutions, dégager le gap, répartir en tenant compte non seulement de l'armée, mais de tous les services qui accompagnent l'armée. Il n'y a pas que l'armée qui a besoin d'argent.
Il faut voir aussi les infirmiers parce que ce sont eux qui prennent en charge les militaires blessés. Il faudrait tenir compte des infrastructures parce que nous perdons des guerres justement parce que nos provinces sont enclavées. On doit organiser le système de transport. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Or, le ministre en charge des transports est dans tout, sauf dans ce qu'il doit faire. En oubliant que pour qu'on puisse déplacer nos équipements, on doit impérativement avoir un système de transport adapté. Donc, vous comprenez que ces gens sont des menteurs patentés et ils n'ont même pas le courage de dire la vérité. Ce n'est pas normal. Rien n'est fait. Tous sont menteurs. Sans exception. Et ils sont privés de la confiance du peuple. Sans exception. Tous, sans exception. Tous. Même la ministre qui a réussi à faire condamner le Rwanda par des sanctions, faire une punition pour le Rwanda, même elle n'est pas sincère. Non, mais comment voulez-vous qu'elle soit sincère parce qu'elle a été recrutée pour mentir? Mais le problème du président, c'est son entourage, c'est pas lui. Ah bon? Lorsqu'on se choisit des menteurs, des détourneurs, c'est le problème des autres. Le président a dit qu'il, lui, pour son second mandat, il va corriger les erreurs du passé. Oui, la première erreur, c'est lui. Il faut le corriger. C'est lui le problème. Très bien, cette émission est terminée, M. Bolojwa. Votre mot de la fin. En tout cas, tout ce que nous avons décrit, ça prouve à suffisance que nous sommes dans une situation dramatique. Mais elle est loin d'être une fatalité. Il y a possibilité de corriger. Je vous donne la formule la plus constitutionnellement possible. Il faut enclencher l'article 64 et extirper du système de défense et de commandement de l'État tous les éléments malicieux en vue de garantir une stabilité institutionnelle qui aura comme conséquence la stabilité sociale. Si vous pensez que vous devez continuer avec ces gens, ça c'est votre problème. Moi j'ai fait ma part, c'est à vous aussi de faire la vôtre. Très bien, c'était M. Alain Bolojwa, président du parti politique Les Battes, les Vents, nous et Bâtissons. Comment ça se porte le parti déjà? Oui, le parti c'est bas. Le parti c'est bas avec nos difficultés. Du nouveau? Les gens veulent assez que nous leur apportions des solutions aux problèmes sans moyens. Sans moyens. Nous nous battons. Ok. Merci. Cette émission est terminée. Messieurs, dames, on se retrouve demain pour le dernier numéro de CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien et merci de réitérer votre confiance. Merci à l'équipe technique de CML 13 Télévision. On se retrouve demain, je l'ai dit, pour le dernier numéro. Restez branchés, fidèles téléspectateurs de CML 13 Télévision, au programme de votre chaîne CML 13 TV. Au revoir. Il ment.